Ça a été dévalorisé à partir du XIIe siècle. En fait, c'est l'Église qui, en évangélisant les pays du Nord où l'ours était extrêmement présent, a voulu détruire le culte de l'ours. Et du même coup, l'ours est devenu un animal glouton, voire dangereux, paresseux, puisqu'il dort une grande partie de l'hiver. D'ailleurs, on dit que ce sont les Britanniques, pour pointer du doigt la soif expansionniste des tsars, qui ont utilisé les premiers la métaphore de l'ours pour désigner la Russie. Et d'ailleurs, l'emblème officiel, même si on parle toujours de l'ours russe, comme on a parlé de l'ours soviétique pendant la guerre froide, l'emblème officiel de la Russie actuellement, c'est un aigle. Oui. Voilà, c'est pas l'ours. Ouais, c'est pas l'ours, l'emblème officiel. Mais justement, aussi les mascottes qu'on a un peu évoquées, où là d'ailleurs les mascottes, on s'aperçoit que c'est souvent des bovins. Des moutons, des chèvres, des boucs. Souvent. Alors les mascottes, ça dépend là encore des régions. C'est vrai que par exemple, les armées en Afrique du Nord avaient des boucs, bien sûr. Mais on en retrouve au Canada, on en retrouve en Angleterre. C'est sûr que... C'est celui-là, je crois, qui a les cornes argentées. Souvent, on leur pare les cornes, on peut les dorer, les argenter. Et d'ailleurs, ces animaux finissent toujours... par mourir, je dirais, de mots qui sont consécutifs au fait qu'ils boivent, qui mâchonnent des cigarettes, voilà, exactement. Quel qui chiquait aussi. Oui, qui chiquent, oui, tous, oui, absolument, oui. Alors, votre prochain ouvrage, ça sera sur quoi? Alors, il y a ce Napoléon que vous nous avez parlé, donc on va s'empresser de se procurer. Plus dans l'histoire transversale, même si je renoue après, je ne dirais quand même pas tout. Vous aimez bien ça, justement? J'aime beaucoup l'histoire transversale, ça m'intéresse énormément. Parce que je pense qu'il y a toujours à découvrir des continuités dans l'histoire, des continuités, des ruptures. Mais là, c'est passionnant parce qu'on voit bien l'évolution de l'animal et parfois même de catégories d'animaux, on l'a bien vu. Des oiseaux, on va passer aux chats, aux chiens. Et puis de notre société, le regard qu'on porte dessus, et puis aussi le rôle que peuvent jouer les animaux. Je pense par exemple à Laïka, la petite chienne spatiale, ou bien je pense à Dolly, quand même, le premier clone de brebis, ou bien... En fait, dans tous les domaines, c'est une autre façon de faire l'histoire. C'est l'histoire à travers les animaux, c'est aussi l'histoire de l'homme. Est-ce que ça ne demande pas plus de travail que d'écrire sur un personnage? C'est très différent. Parce qu'on a l'impression que là, bien sûr. Bien sûr, il faut fouiller. Pour un personnage, on sait où trouver à peu près. Complètement, mais je sais pas, parce que bon, là, je suis en train d'écrire sur Hortense de Beauharnais. Je suis en train de préparer une biographie. Un personnage qu'on n'a pas fait beaucoup de biographie. Voilà, je suis en train de préparer une biographie. Il y en a, mais bon... Pas tant que ça. Je sais pas combien il y en a, mais elles sont pas... alors, donc moi, je suis en train... Il y a encore à faire. Et bon, c'est un autre type de travail, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, parce que s'il faut essayer justement de trouver ce qui n'a pas été trouvé, de recouper, de comprendre, ce sont des démarches différentes et en même temps toujours une démarche d'historien dans tous les cas. Mais j'alterne, disons, des ouvrages sur des sujets plus précis comme Napoléon empereur de l'île d'Elbe ou là comme cette biographie d'Hortense de Beauharnais, et puis des sujets transversaux comme celui-ci, ou comme j'ai écrit un très gros dictionnaire gourmand l'année dernière, qui est paru l'année dernière chez Omnibus, du canard d'Apicius à la purée de Robuchon. Donc, vous voyez, on est toujours dans le transversal. On est toujours dans le transversal. Voilà la nourriture et l'histoire. Voilà, j'ai écrit un livre aussi sur les objets, ces objets qui ont fait l'histoire. Donc, vous voyez, j'aime bien... Ça fait une récréation pour vous par rapport à une... Ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. À chaque fois, je m'enfonce dedans et je vis 1 an et demi ou 2 ans il faut quand même immergé. Parce que souvent on dit mais faire un livre d'histoire c'est facile, comme si on avait d'abord accès aux documents. Oh non, je peux vous dire qu'en ce moment j'ai des archives qui sont très difficiles à lire. Le vrai problème il est là. Et puis il faut cavaler. Il faut les trouver. Oui, parce que moi je me souviens de Jean Meyer qui travaillait sur la marine, qui partait en Hollande. Je pense que vous... là je suis allée à Arenenberg récemment parce qu'il y a des archives d'Hortense, puisqu'elle a fini sa vie en exil à Arenenberg. J'ai pas eu besoin de me déplacer parce que j'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'ai eu des archives de Ravenne. C'est certain qu'il faut fouiller.
Donc c'est un boulot quand même énorme. Oui, mais ça, oui, les gens pensent, vous croyez que ça se fait comme ça en claquant dans les doigts? Ah non. non. Parce qu'on est historien. Il faut avoir l'inspiration, il y a des jours ça va mieux que d'autres. Ça veut dire quand vous écrivez, puisqu'on en parle un peu, il y a une espèce de... Chaque matin on écrit un petit peu, ou alors c'est quand ça vient, comme un écrivain, une fois qu'on a amassé sa documentation. Ouais. Bon, alors moi je commence toujours par amasser une très solide documentation, même si je continue à faire de la documentation en écrivant. Mais il arrive un moment où j'ai besoin d'écrire. Ouais. Ça commence à me... oui, ça me démange. Amasser, ça va bien, mais il y a un moment j'ai envie de mettre sur le papier. Bon. Donc, il y a ces phases. Et puis ensuite, bon, moi, il s'avère que comme je n'enseigne plus, j'ai une vie un peu tranquille et en même temps un peu compliquée parce que je me déplace pas mal. Et du coup, je travaille tous les jours. Je ne connais pas les samedis, les dimanches, les week-ends. Je prends très peu de vacances. J'essaye d'en prendre 15 jours par an. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je suis dans mon sujet. D'ailleurs, il faut bien dire les choses comme elles sont. Mon conjoint et mes enfants vivent à l'heure. À l'heure du sujet. À l'heure du sujet, hein, c'est les objets. Maintenant, c'est Hortense, après, c'est autre chose. C'est ça. Ils ont compris qu'il n'y avait pas le choix. Non, mais c'est bien. Puis je leur dis, c'est varié au moins. Moi, j'aimerais bien être à votre table. Ça doit être croustillant parce que là, vous devez ramener les derniers éléments que vous avez. Oui. Qu'on n'aura pas d'ailleurs forcément dans le livre parce que vous le garderez. Oui, et puis parce que je me pose des questions. Alors, bon, j'en parle. Donc, je n'ai pas vraiment d'heures parce que je dirais que c'est presque permanent. Ouais. Mais alors évidemment, il y a des jours où je travaille plus que d'autres. Et puis je fais d'autres choses. Donc, mais il est très rare que je passe plus de 2 ou 3 jours sans travailler. C'est vraiment rarissime dans mon existence, sans me mettre dans mon sujet. Et il m'arrive d'y penser. Bon, je suis pas en train de travailler, je suis au sport ou autre chose, mais j'y pense. Ça me... Voilà, mais j'aime ça, j'aime. En plus, vous avez une belle écriture. Vous êtes gentil. Ça se fait facilement. Mais je travaille, je travaille. Oui. Et alors là, je vais vous dire, c'est ça qui est formidable. Parce que souvent, moi maintenant, depuis pas mal d'années, les historiens font un effort sur l'écriture, c'est moins universitaire, moins académique. Oui. Mais vous, c'est à la fois le plaisir de l'histoire, mais aussi le plaisir de l'écriture. C'est-à-dire qu'on est emporté dans cette histoire, etc. Mais on a tous les éléments précis qui s'y rapportent. Et c'est ça qui, moi, que j'adore. Oui, mais moi... C'est pas fatigant à lire, ça nous emporte. Et moi, je l'ai lu en 2 fois. Oui. Bon, pour moi, c'est très important. D'abord, j'ai été très longtemps enseignante. Bon. Et donc, j'ai toujours envie qu'on comprenne ce que je racontais. Et pour moi, il n'y a pas de plus beau compliment. D'ailleurs, je vais tout vous dire, j'ai reçu récemment une lettre de quelqu'un auquel j'avais offert, un collègue de mes fils, les animaux, qui m'écrit « Marie-Hélène, vous savez que je n'aime pas l'histoire, mais avec vous, ça devient formidable. » Et j'ai tout lu, et il me raconte les histoires qu'il a lues. Il l'a vraiment lu. Il y en a 2 pages, il a lu le livre. Et pour moi, je lui dis, vous ne pouvez pas me faire plus beau compliment. Me dire, j'aime pas l'histoire. Et là, j'ai aimé l'histoire. Parce que j'ai toujours envie que ce que je raconte ou ce que j'écris soit compris. Et donc, ça passe, à mon avis, par une écriture, forcément. Et l'écriture, je la travaille. Et là, vous voyez, c'est l'avantage d'Internet. C'est qu'avant, on biffait. Mais... bon, il y a un moment, je pense qu'on était peut-être arrêté. Tandis qu'avec Internet, vous changez un mot, vous rechangez un mot, vous recommencez le lendemain. Bon, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que j'écris, le soir, je tire ce que j'ai écrit. Le lendemain matin, la première chose que je fais, quand je me remets au travail, c'est de lire ce que j'ai écrit la veille avec un papier, sur un papier. Là, je l'ai tiré, donc avec un crayon. Et je commence à voir, je me dis, tiens, ce mot-là, non, tiens, là, il y a le même mot qui a 4 lignes d'intervalle. Vous voyez, je fais un travail comme ça. Donc, je reviens beaucoup sur mes textes. Ça demande énormément de travail. Mais j'aime ça, je veux dire, c'est pas... Non, mais c'est un travail de dentelle. Voilà. Ah, mais c'est un travail de dentelle, oui.